Plukkrep est une association, une ASBL, qui s'occupe de faire de la démonstration de permaculture. C'est donc un autre modèle économique, un autre modèle de vie communautaire parce que c'est basé sur la liberté d'aller et de venir, donc que les gens peuvent venir et repartir comme ils veulent. C'est aussi un autre modèle social parce que c'est basé sur la bonne volonté avec un budget minimal où les gens contribuent eux-mêmes et ceux qui veulent contribuer plus sont les bienvenus. On fait tourner une économie locale où on nourrit continuellement les gens qui sont là et où en même temps c'est une alternative économique parce que l'énergie que les gens mettent dedans chaque jour ne leur revient pas mais elle revient à ceux qui suivent. Donc c'est une sorte d'exercice d'altruisme aussi de ce point de vue-là, que donc les gens viennent, ils font du volontariat, des woofers, des helpexers, des choses pareilles, ou des gens qui font des stages ou qui font des études, comme Anaïs, qui donnent leur énergie. Avec cette énergie, on construit un beau lieu, un lieu qui peut nourrir les gens, qui peut accueillir les gens, qui peut être utile. Et quand elle a quitté, ceux qui ont suivi ont gagné l'avantage de ce que Anaïs, par exemple, a apporté. Et comme ça, à travers l'année, avec des milliers de personnes qui passent et qui viennent, c'est une manière de créer qui n'est pas liée à une personne fixe ou à un but financier ou des égos personnels. Plukkrep, évidemment, n'est pas tombé du ciel. Il y avait un très beau jardin en permaculture déjà qui fonctionnait pour fournir des petits fruits et des légumes à une distribution locale autour d'Anvers. Donc ça s'appelait de Vierwinden avant, un jardin professionnel. Il y a eu un interlude de 3-4 ans où je n'ai plus trouvé de fonctionnement commercial valable pour cette belle terre et tous ces beaux produits, ce qui est assez symptomatique pour la situation économique, je dirais, de l'Europe de l'Ouest comme maintenant, où donc les produits d'un jardin n'ont plus de valeur soudain parce qu'ils ne sont pas connectés à une distribution ou que je ne pouvais même pas payer les gens qui travaillaient avec ce que je pouvais gagner en distribution. Tant qu'on était en distribution à Anvers, on donnait toujours des palettes et des palettes entières de nourriture qu'on n'arrivait pas à vendre parce que dans la distribution il faut que ce soit impec. On les donnait chaque jour à des restaurants du cœur. Il y en avait 6 ou 7 autour d'Anvers de ce temps-là. Certaines de ces personnes sont revenues nous voir dans la période 2007 pour nous demander si on ne pouvait pas commencer un jardin ici parce qu'ils n'avaient plus de matériel pour nourrir les gens. On a dit oui et donc on a commencé assez tôt en 2007 à recultiver, à reprendre le terrain parce qu'évidemment en 3 ans c'était devenu une vraie jungle avec des arbres de 15-20 cm de large et de 6-7 mètres de hauteur et évidemment aussi les orties, les topinambours. En tout cas, grâce à l'enthousiasme de ces gens du début, en presque un an et demi, on avait défriché tout le terrain et donc c'était redevenu un endroit de production de fruits et légumes. Et avec ça, on a commencé donc à donner et à nourrir les gens qui étaient là. Ça cherche son petit bonhomme de chemin, ça grandit. Évidemment, le terrain ne peut plus grandir, tout est cultivé maintenant. Mais chaque fois, il y a encore des améliorations. On bâtit un dôme, ou on arrange un bel atelier où on peut travailler le métal, le bois et tout ça. On fait des ateliers de diverses choses. On donne des cours de permaculture, on fait du yoga, on fait de la méditation, on fait des tas de choses. Donc on pourrait dire maintenant que chaque voiture qui s'amène ici, on essaye de la remplir. Et comme ça, en ville, les gens alors distribuent et font passer le message d'abondance, de générosité dans une société qui clairement va dans l'autre direction. On pourrait facilement nourrir toute la Belgique et vivre en abondance.
et vivre bien si on utilisait un peu de bon sens, un peu de tolérance et surtout, c'est le plus important, c'est la collaboration et le volontariat où on ne travaille pas que pour soi-même. On pourrait dire que chaque parcelle qui maintenant est libérée par l'agriculture industrielle qui a beaucoup moins d'efficacité que ce que nous faisons, est repris d'instinct par la société civile, par des gens qui, alors, ensemble, en refont une source d'abondance, une source de générosité. C'est une générosité en nourriture, générosité en communication, générosité en entraide, générosité en développement et en formation. Ce n'est pas difficile, c'est tout simple, la terre est là, elle nous attend. Quand nous nous contraignons à sortir de notre égoïsme, quand nous sortons de notre peur de ne pas avoir assez ou de peur de l'autre, automatiquement nous rencontrons les autres qui sont impliqués ou qui sont prêts à faire ce genre de projet. Et automatiquement, on prend son petit bonhomme de chemin, chaque projet étant évidemment très différent. Un jardin collectif et un autre, ils sont tous différents. Ils cultivent la même terre, mais selon ce qu'eux ils y mettent, ils en ressortent ce qu'ils y mettent. Économiquement aussi, quand je vois, parce que j'ai encore du contact avec mes ex-collègues de production biologique, de distribution, magasins et tout, quand je compare l'efficacité avec laquelle, entre-temps, eux ils doivent fonctionner, nous sommes à un niveau d'efficacité beaucoup plus élevé parce que justement rien ne se perd. Tandis que dans la société actuelle, il est de mise qu'on jette les 2/3. Il est de mise qu'un pot de yaourt, même un pot de yaourt biologique, doit faire ses 5 ou 6 000 km d'autoroute dans un contexte pareil. Il est clair que l'efficacité, c'est le local, c'est le durable, c'est ce qu'on fait ensemble. D'avant. J'en ai eu beaucoup de vie d'avant, mais il y a toujours un fil rouge qui a été autonomie, flexibilité, grassroots democracy, donc égalité, ça a toujours été dedans. Et il est vrai que je n'ai pas eu de formation professionnelle pour l'agriculture ou pour le jardinage, pour l'horticulture. J'ai passé un bout de mon temps à faire de l'antipsychiatrie dans les années 60, donc on a géré un groupe d'intervention de crise où j'ai appris encore énormément de choses et que j'applique encore quotidiennement. Donc il faut avoir les outils modernes, il faut le dire, pour gérer un groupe. Il ne faut pas passer à côté. Mais quand j'ai atterri ici en 72 et que je me suis rendu compte que la terre m'attendait et que j'ai commencé à la travailler, au début c'était avec des animaux, parce qu'à ce moment-là j'avais beaucoup plus de terre que maintenant, que je louais. Mais dès le début ça a été une attitude de qu'est-ce que la terre peut me donner et qu'est-ce que je lui donne en échange. Donc il n'y a jamais été question même de traiter contre quoi que ce soit, parce que comme je voulais apprendre de la nature, je n'allais pas attaquer la nature parce qu'alors j'avais une réaction que je ne pouvais pas comprendre. Donc je n'allais pas utiliser de trucs chimiques ou mécaniques. Donc je voulais d'abord apprendre comment est-ce que j'arrive à gérer la nature pour qu'elle me donne un jardin. Et ça, j'ai appris dans les années 70 et 80. Mais moi, je ne reconnais pas l'existence de ce monde. Pour moi, c'est une création des médias. Donc, c'est une gigantesque bulle de savon qui nous est chaque jour créée en influant beaucoup d'air et qui donne des reflets et qui finalement, à mon avis, a peu de relation avec le monde réel. Donc le monde virtuel, théorique, avec ses peurs et ses modes et ses obsessions, a tendance à passer inaperçu par ceux qui s'occupent de choses réelles. Spéculation financière, manipulation politique, perte de liberté,
Et tout ça, je ne vais pas la nier. Le monde occidental d'exploitation, de colonialisme, en est à ces derniers sursauts comme ça, ces derniers moments où, avec un max d'essayer de faire la guerre partout et de faire la destruction la plus totale partout, de montrer que on est les maîtres, tandis qu'en réalité, dans notre intuition profonde, on sait que on n'est plus les maîtres de gérer les choses en collectivité petite, décentralisée, évidemment, on gagne sur tout ce qui est centralisé, sur tout ce qui est soi-disant centralement décidé et puis appliqué vers le bas. Il est clair que le modèle occidental de colonialisme, d'extraction, d'empoisonnement, de guerre continue, de menaces contre l'humanité en est à ces derniers sursauts et il est clair que la grande majorité de la population occidentale n'est pas intéressée à participer à cela et comme Noam Chomsky dit, on doit imposer et créer de manière artificielle le consentement des Occidentaux à encore faire perdurer ce système dont tout le monde sait qu'il est énormément cruel et surtout qu'il n'est pas efficace. De là que je trouve, moi quand je parle de permaculture, je dis que c'est la culture qui va suivre celle-ci, parce que celle-ci a clairement, elle a, oui, comme on dit, elle a dépassé la date de péremption. Je vais te montrer un livre qui parle de millions de petites alternatives existantes maintenant, civiques, où les gens qui sont dans leur vie se disent, bof, on ne va pas attendre que le gouvernement qui est contrôlé par les transnationales, les corporations, on ne va pas attendre qu'ils inventent, parce qu'ils ne vont de toute manière pas inventer. La seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir plus de bénéfices et plus de pouvoir. Donc on n'attend pas. On fait nous-mêmes et on fait ensemble en consensus et on se met d'accord, on arrive à se parler, on arrive à... Et donc il y a des millions de petites initiatives qui pullulent. Je pourrais dire que la grande majorité des gens maintenant a dépassé le modèle qui nous a amenés jusque maintenant. Écoute, je suis arrivée ici en 88. Là, j'étais assez jeune, j'avais à cette époque-là à peine 22 ans. Et en fait, j'ai rencontré Franck à Bruxelles, c'est là que je travaillais à ce moment-là. Et voilà, et puis on a très vite décidé de faire route ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même vision sur la vie, qu'on avait envie de prendre le même chemin. Et du fait que lui était déjà installé ici en tant qu'agriculteur biologique, il n'y avait pas vraiment de choix d'endroit où aller vivre. Et donc voilà, je l'ai rejoint ici en décembre 88. Très vite, ça a été clair quelle pouvait être ma place là-dedans. Lui, il était vraiment le moteur commercial. Lui, c'est vraiment une machine à idées. C'est vraiment la locomotive qui tire. Et puis, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait plutôt faire organisation, administration, pour justement lui donner main libre pour pouvoir faire tout ça. Et c'est là, voilà, j'ai assez vite trouvé ma place. Et on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Ma vie avant, alors là, c'est le jour et la nuit. Je crois que la vie que j'ai vécue avant, il n'y a rien qui était là-dedans qui pouvait me faire croire que je vivrais la vie que je vis aujourd'hui. J'ai grandi d'abord tout à fait dans le centre d'une ville, pas du tout en contact avec la nature. Je dirais presque aussi pas du tout en contact avec la société, en ce sens que mes parents étaient plutôt renfermés et ils ne cherchaient pas vraiment d'avoir beaucoup de contacts sociaux. Donc étant jeune, j'ai vraiment souffert de ça, de ce trop peu de contacts, mais qui a fait que finalement, j'étais pas, quand je suis arrivée ici en 88, j'étais pas vraiment capable de fonctionner socialement. Donc là, j'ai vraiment dû m'apprendre à moi-même comment fonctionner parmi les autres. Quand j'étais jeune, ce que je sentais, c'est qu'il y avait
que la situation, disons, dans laquelle je vivais n'était pas tout à fait normale. En ce sens que presque pas de visite à la maison, nous-mêmes on allait très peu en visite ailleurs. Mes parents étaient quand même assez peureux du monde extérieur, ne m'ont pas vraiment préparée à pouvoir vivre dans le monde, mais plutôt ils m'ont, je dirais, éduquée pour être un brave petit mouton qui peut s'adapter et trouver sa place dans la société. Et donc, quand tu parles de manque, je dirais que ça, c'est quelque chose dont on se rend compte à partir du moment où on se retrouve dans une autre situation. Et que là, on se rend compte, tiens, mais j'ai quand même pas tout à fait, disons, tous les outils dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner dans cette nouvelle situation. Alors, est-ce que c'est un manque? Non, je crois que c'est plutôt une évolution. Je suis capable de voir maintenant que, malgré tout, la manière dont j'ai grandi, je n'irais pas mettre un cachet que c'était mauvais. En ce sens que non, ça fait partie de ma vie et ça m'a permis de devenir en grande partie la femme que je suis aujourd'hui. Donc il est vrai que à certains niveaux, il y a une correction à faire, il y a disons une évolution à faire, mais je crois qu'il est important en tant qu'être humain de vraiment pouvoir partir de là où on a été, de là où on est, de ne pas vraiment mettre un cachet bon ou mauvais dessus, et puis de continuer à bâtir gentiment là-dessus. Ce serait impossible, je crois, de ne pas être touchée par ce qui se passe dans le monde actuellement. Et je crois que c'est en grande partie en réponse justement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement qu'on a créé Plus Crêpe, ou disons que Plus Crêpe a trouvé le jour. Pour moi, à mon niveau, Plus Crêpe, c'est ma manière de pouvoir donner une réponse positive, d'essayer de pouvoir activement, dans ma vie de tous les jours, à mon niveau, essayer de quand même bâtir déjà un monde qui est différent du monde actuel, sans vouloir être en opposition à ce monde, parce que là je suis persuadée que l'opposition n'apporte pas un résultat tout à fait comme on le voudrait, mais d'essayer de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire pratiquement dans ma vie pour qu'il y ait un changement. Et pas au niveau mondial, parce que là je ressens pas que ce soit ma mission, mais au niveau des gens qui traversent ma vie, qui viennent à l'encontre de mon chemin. Et voilà, de cette manière-là, d'essayer de leur partager ce que je ressens, ce que sont mes convictions, comment il est possible par des petites choses, des petites touches, de déjà quand même signifier quelque chose et de prendre une autre direction, d'essayer de donner finalement, je dirais, donner un sens à sa vie. Et je rajouterais à ça une qualité. La qualité dans la vie, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une recherche continuée. Et c'est ce qui donne je dirais, ce parfum, cette beauté à la vie. Bien sûr qu'un autre monde est possible. Pour moi, ça ne fait vraiment pas l'ombre d'un doute. Mais un autre monde n'est possible qu'à partir du moment où les hommes, donc les hommes, je veux dire par là, hommes et femmes, l'être humain, aura compris que c'est d'être ensemble qui est la solution. Tant que chacun regardera d'abord son propre confort, tirera la couverture à lui, ne sera pas prêt à pouvoir faire des concessions ou sera beaucoup trop attaché à son confort, je ne crois pas qu'on peut vraiment avancer. Ce que moi j'ai pu expérimenter dans ma vie, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir partager avec les gens, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que c'était chaque fois abandonner une attache à quelque chose. Que ce soit des objets, que ce soit des lieux, que ce soit des personnes. Il faut pouvoir, vraiment le partage est quelque chose qui est inconditionnel. Et je n'ai pas pu
j'ai pas pu me jeter à l'eau en une fois, donc j'y ai été vraiment aussi pas à pas, mais de manière assez têtue, en voulant comment y arriver. Et ça m'a pris un certain temps, mais maintenant que j'y suis, je vois que ça me donne un plaisir qui est tellement profond et un sentiment qui est là, qui me dit que c'est juste, c'est comme ça qu'il faut le faire, que le reste n'a plus aucune importance. Ça m'a plutôt même aidé à pouvoir justement prendre une distance par rapport au matérialisme. Hein, le fait qu'on s'attache à certaines choses parce qu'il y a des mémoires dedans, tu es attaché à travers l'objet à quelqu'un, tu lâches ça et tu te rends compte que la personne, elle est dans ton cœur, tu n'as pas vraiment besoin de l'objet. Et plus je suis au milieu des gens et plus finalement j'arrive à pouvoir atteindre la simplicité de la vie. Et là je crois qu'il y a une grande réponse à justement pouvoir créer un autre monde, à pouvoir retrouver justement cette simplicité, se rendre compte que avec vraiment très très peu, on peut vivre un bonheur très profond. Ouais. Got your mama.